Bonjour à toutes et à tous. Je suis Quentin Jean, kinésithérapeute au Centre de rééducation des Herbiers et je travaille spécifiquement au service d'éveil de coma avec mon collègue Arnaud Mignoli qui est psychologue dans cette unité. Nous souhaitons ici développer une réflexion sur l'évocation des risques de fin de vie à partir de la rencontre des patients et des familles en éveil de coma. Cela nous amènera à interroger les notions de directive anticipée, de personnes de confiance dans cette clinique. Et nous ne reviendrons pas sur la loi, si c'est de voir comment la clinique de la post-réanimation, de l'éveil de coma, de l'accompagnement précoce des personnes en situation de handicap grave acquis, avec un risque de complications médicales encore très significatif après la réanimation, nous demande d'aborder de manière singulière la question de la fin de vie, le plus souvent avec une autre personne que le patient. Une personne qui n'est pas la personne de confiance au sens de la loi, dans un contexte où le plus souvent les directives anticipées n'ont pas été écrites. Et tout d'abord, on va planter le décor afin que vous ayez une représentation de ce qu'est l'éveil de coma. Les patients qui sont accueillis dans ces unités-là sont transférés ensuite d'un coma qui est dû à des lésions cérébrales majeures, telles que les traumatismes crâniens graves, AVC, anoxie cérébrale, etc. L'objectif principal, c'est alors l'accompagnement médical et rééducationnel de ces patients-là tout au long du processus d'éveil de coma, c'est-à-dire dès l'ouverture des yeux, avec une certaine stabilité médicale, jusqu'à un retour à un niveau optimum de conscience. La création de ces unités d'éveil de coma répond d'une part à la nécessité d'une prise en charge spécifique de ces patients-là, que ni les services de réanimation ni les services de rééducation ne peuvent apporter, et d'autre part aussi à une nécessité socio-médicale. C'est une conférence de consensus de 2001 qui a indiqué que compte tenu des spécificités de ces patients cérébrisés, les établissements de rééducation doivent identifier des unités fonctionnelles dédiées à cette population. Les objectifs de ces unités-là, c'est l'évaluation des manifestations de conscience et du comportement des patients, d'assurer les soins d'hygiène et de confort, et aussi d'assurer la prévention des attitudes vicieuses et des éventuelles complications. Et bien sûr, avec la mise en œuvre des protocoles de stimulation et de régulation sensorielle. L'éveil de coma, c'est alors considéré comme un processus de récupération neurologique, plus ou moins rapide et régulier, commençant par l'ouverture des yeux. Il débute par la phase végétative. On parle désormais d'état de veille non répondant pour évoquer cette phase-là et peut se prolonger par un état de conscience minimale ou étape aussi relationnelle. Mais la clinique montre que l'éveil doit être également envisagé comme une réapparition des manifestations de la subjectivité. Au-delà de l'accompagnement médical, la complexité émerge des interrogations issues d'une part des conséquences cognitives et comportementales de ces lésions cérébrales, et d'autre part des expériences subjectives du patient, des proches et des soignants. Ces patients-là arrivent dans notre service à partir des services de réanimation et de neurochirurgie, une certaine stabilité des fonctions vitales, qui sont le plus souvent trachéotomisées, sans dépendance à l'assistance respiratoire, nourrie par sonde, et il n'y a plus la surveillance automatique des paramètres vitaux. Les patients sont alors dits en état de conscience altérée, avec des difficultés cognitives et fonctionnelles majeures qui s'expriment plus ou moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes ont des atteintes cognitives et de communication telles qu'il est difficile, voire impossible pour elles de communiquer sur le sujet de la fin de vie, qu'il est impossible pour elles d'anticiper une moindre directive. Et ces patients en éveil de coma, c'est un patient pour qui les traces de la subjectivité et de la vie psychique restent difficiles à percevoir, même par l'équipe. Nous parlons de précarité subjective, car le patient finalement n'existe longtemps dans notre service que par son dossier médical ou parce que ses proches disent de lui. Il se trouve en situation de précarité subjective car il est dans l'impossibilité cognitive et ou fonctionnelle de dire « je », d'exprimer une volonté. De plus, lorsqu'il peut s'exprimer, il est assez simple de délégitimer sa parole de par ses atteintes cognitives ou comportementales et un état psychique réactionnel singulier.
Ces difficultés ont alors des conséquences sur les relations intersubjectives du patient avec les autres, que ce soit les proches et les soignants. L'accompagnement du patient en éveil de coma ainsi que de leurs proches est alors de défendre, de favoriser dans une attention clinique et éthique sa place en tant que sujet. L'éveil de coma, c'est l'accession à la conscience de soi, mais également l'accession à la conscience des autres et leur mutuelle reconnaissance. Donc l'éveil de coma, ce n'est plus un service de réanimation de soins intensifs. Il s'agit d'un service dans un centre que l'on appelle communément les centres de rééducation, qui est maintenant appelé les centres régionaux de médecine physique et de réadaptation. Ce sont des termes qui sont porteurs d'espoir et d'espérance. Des espoirs objectivables, parce que le patient a survécu à la réanimation alors que le pronostic vital était engagé, et espoirs subjectifs, dévoilant la possibilité d'envisager la question du handicap majeur associé aux mécanismes de défense tels que le déni des familles et l'anosognosie des patients. Un lieu qui peut amener les personnes à nous dire le fait que nos proches arrivent ici, c'est que du bonheur. Après un temps potentiellement post-traumatique évident, celui de la réanimation. C'est un temps proche du choc traumatique où les stigmates sont encore visibles, que ce soit sur le corps du patient ou dans l'environnement médical. Du coup, on se retrouve à comment alors évoquer avec ce patient en précarité subjective et ses proches, pour lequel la question du pronostic vital n'est plus d'actualité, puisqu'il est sorti de réanimation, il ne peut plus mourir, et le pronostic fonctionnel, ou que le handicap à venir, la vie qui vaut le coup d'être vécue, ne l'est pas encore. Comment accompagner du coup cette antinomie entre éveil et fin de vie potentiellement traumatique? Donc on va vous parler pour illustrer ce propos de 2 vignettes cliniques. Donc la première, c'est un patient, M. M, qui était victime d'un AVC un mois auparavant, avec un coma et donc une réanimation, qui est non communicant. Et donc 3 jours après son entrée dans le service, est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par l'infirmière de nuit lors de son tour habituel. Un terme de garde ce soir n'est pas un terme de nuitée. Et donc, du coup, il ne retrouve pas les directives anticipées, il n'y a pas de trace de directives anticipées. Et donc, du coup, il est décidé d'effectuer les premiers gestes réanimatoires et d'avertir le SAMU. Donc, le patient est donc transféré en réanimation avec un possible prochain retour lorsque son état sera stabilisé. On n'avait pas rencontré la famille, puisque le rendez-vous avec la famille était programmé dans les 2 jours après cet événement, pour expliquer ce qu'est l'éveil de coma, la rééducation post-réanimation et les questions concernant la perception de la famille sur ce qu'est une atteinte neurologique, le pronostic probable d'une situation de handicap physique et cognitif et la question de la famille. Et une autre vignette clinique. Donc, un jeune homme de 18 ans, après une longue réanimation suite à une anoxie cérébrale par tentative d'autolyse par pendaison, qui arrive dans notre service non communicant. Ces comportements témoignent juste de quelques signes d'attention visuelle. Nous observons des mouvements choréiques et pas de comportements significativement orientés. La question des limitations et arrêts des thérapeutiques s'était posée en réanimation, avec une équipe qui s'était montrée divisée sur la suite de la prise en charge. Et lors de notre premier entretien entre la famille et l'équipe, nous réévoquons cette question si une complication survenait. La famille présente, pour laquelle on a des éléments indiquant la complexité relationnelle antérieure entre ses membres, est composée d'une père avec lequel vivait le patient et de ses sœurs. Les avis sont divergents. Son père dira qu'il n'aurait pas souhaité être dans cet état-là, tandis que sa sœur dira « il faut faire tout ce qu'on peut, je suis en train de construire une maison, je vais modifier les plans pour l'accueillir quel que soit son niveau de handicap ». Donc ce cas-là nous démontre bien l'absence de consensus sur une situation donnée, tant du côté de la famille que des équipes soignantes. Donc après, on s'appuie sur la loi, sur les directives anticipées qui datent de 2005, où là, ce qui concerne les patients hors d'état d'exprimer sa volonté, et sur la personne de confiance qui est régie par le Code de la santé publique.
comme l'indiquent les Rennes en 2023, que ces lois amènent une hiérarchie concernant les moyens de tracer les volontés d'un patient. C'est d'abord les directives anticipées, puis à défaut le témoignage de la personne de confiance, puis à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches. Alors, par ces vignettes, nous avons tenté de présenter les dilemmes éthiques dans lesquels peuvent nous amener la complexité de la clinique de l'éveil de coma. Le premier point, c'est qu'une survenue, on est face à une survenue brutale d'un accident neurologique grave avec des atteintes cognitives et fonctionnelles majeures qui amèneront à des situations de handicap grave, dans une situation où il n'y aura pas de directive anticipée écrite, ni de personnes de confiance désignées. Ça, c'est vraiment 99, et encore, je pourrais même dire 99,99% de nos situations. On a un patient qui n'exprime ni demande, ni plainte, ni volonté, qui n'est sujet que par son histoire, son anamnèse, son dossier médical, ce qu'en dit ses proches, sa famille. Un patient qu'on qualifie en précarité subjective. Du côté des proches, eh bien, on est face à des proches définis par eux-mêmes et par la loi, mais par eux-mêmes. Et concernant la question de la fin de vie, ou de la vie qui vaut d'être vécue, des proches qui sont mus par leur représentation, leur projection et, on pourrait rajouter, leur mécanisme de défense. Devons-nous alors nous appuyer sur les proches, et avec la dimension légale bien sûr, et si oui, sur quels proches? Un proche non désigné par le patient, avec la complexité de la définition du proche, les aspects affectifs, les aspects légaux, le proche qui est, au premier sens du terme, celui qui est aux côtés d'eux, qui ne nous indique pas qui pourrait au mieux transmettre ce que le patient souhaiterait, ou ce que le patient aurait souhaité, ou ce que le patient souhaiterait s'il lui arrivait telle chose. Nous nous retrouvons dans une situation de vulnérabilité croisée, le patient, les proches et les soignants, chacun avec leur représentation. Alors on pourrait parler des situations médiatisées et relever des phrases. Je pense à il y a quelques années avec la porte-parole par exemple de Michael Schumacher qui parlait de la famille de Michael Schumacher continue de croire très fortement en la guérison, qui parlait qui restait confiant que Michael va tenir et se réveiller. On pourrait aussi évoquer l'affaire ou la situation de Vincent Lambert. C'est intéressant de voir les phrases de chaque famille, comme elles expriment des choses complètement différentes, et des phrases aussi utilisées pour traduire une parole qui aurait été dite par le patient à un moment. Être père, alors nous, par rapport à ça, on a une approche, on défend fortement une pratique qu'on va appeler systémique, et on va s'appuyer sur aussi une pratique que des Bordelais ont défini, qu'une équipe de Bordeaux sur le handicap a défini, on va dire neurosystémique. Donc on voulait rappeler que être père, mère, conjoint ou autre d'une personne cérébrolésée pose d'emblée la question d'un regard systémique, notamment sur le système d'appartenance du patient. L'événement neurologique, il a un puissant impact sur la construction des liens à l'intérieur de la famille et sur le devenir du système familial à long terme, notamment avec les séquelles cognitives, comportementales, mais aussi certainement, finalement, dès les phases de réanimation, d'éveil, et notamment avec l'évocation de la fin de vie. La famille, c'est un système, c'est-à-dire une organisation relationnelle spécifique, toujours originale et toujours complexe. Rappelons qu'un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction autorégulée, auto-éco-organisée, et qui va tendre vers un but, et qui échange pour survivre et se transformer au fil du temps de la matière, de l'énergie, des informations. Dans ce processus, chaque famille ou système peut découvrir tout autant sa compétence familiale face aux catastrophes que découvrir ses difficultés à se transformer et à poursuivre son évolution. Mais quelles sont les compétences de la famille sur la question de la fin de vie d'un autre? L'approche neurosystémique invite à élargir donc le regard pour prendre en compte l'environnement, en particulier la famille. Dans cette période d'éveil de coma, nous devons nous intéresser à la possibilité des liens autour et avec un patient en conscience, en état de conscience altéré,
alors même que le projet existentiel que l'on avait, que l'on soit patient, le parent, le couple, alors même que ce projet est remis en cause de façon irréversible par l'événement neurologique, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de la question de la fin de vie. La lecture systémique tend à la recherche d'équilibre dans ce contexte de présence-absence du patient. Donc dans un premier temps, il s'agit alors d'entendre ce que les proches ont à en dire pour pouvoir rappeler le cadre de la loi. Par exemple, ils ne sont pas porteurs de décision. Travailler avec eux sur leur représentation, leurs croyances, leurs projections. Par exemple, remettre à sa juste valeur la phrase que personnellement je ne supporte plus, il n'aurait jamais voulu être dans cet état. Parce qu'effectivement, si on réfléchit un peu à cette phrase, qui aurait pu dire un jour « j'aimerais bien être dans cet état ». Donc cette phrase-là est vraiment à remettre en perspective, je crois, pour nous. Une phrase qui est censée nous faire penser. Être dans une vigilance extrême pour remettre le patient au centre de cette décision. Alors même physiquement, en amenant ces discussions, en incluant le patient, même en étant en état apparent d'éveil non répondant, en s'adressant à lui, en étant attentif à ses réactions. Une lecture systémique de la famille conduit à penser que chacun des individus est influencé par la manière dont il s'inscrit et interagit au fil du temps avec les autres. Donc ces liens sont électifs, évolutifs et structurés à l'intérieur de chacune des générations, et entre les générations influencent le parcours de vie des uns et des autres. L'objectif d'une famille, c'est d'aller vers l'autonomisation de chacun de ses membres, tout en développant leur sentiment d'appartenance qui se construit réciproquement avec l'identité. Comment considérer l'autonomisation d'un patient en état de conscience altéré lorsqu'il s'agit d'un sujet comme la famille ? Aussi peu représentable, aussi peu partageable, touchant à des valeurs individuelles, singulières, à des valeurs culturelles. La survenue d'un événement tel un handicap, tel que la maladie ou le handicap, vient désorganiser ce fonctionnement, notamment parce qu'il perturbe les fonctionnements individuels et familiaux, qui avaient comme projet principal cette autonomisation. Tout en, rappelons-le, en gardant l'appartenance, l'identité. Cet événement alors amène à un réaménagement familial auquel il n'est pas possible de se préparer, il n'est pas possible d'anticiper. Quand un membre de la famille tombe malade, devient vulnérable, change, c'est l'ensemble de la dynamique du groupe qui est affecté. Aussi, les soignants doivent prendre en compte et reconnaître la dimension groupale et évolutive du vécu des proches et des patients. Alors, dans notre pratique, dans notre première rencontre programmée et systématique avec les proches, nous laissons la famille définir qui doit être présent. Alors, ça pose bien entendu une question légale sur le secret médical, sur ces aspects-là. Mais généralement, on se rend compte que les familles sont pertinentes concernant qui doit être présent. Chaque professionnel va se présenter, ainsi que ses activités de soins, de rééducation, ses objectifs, et nous laissons la parole à la famille pour entendre leurs questionnements, leurs représentations de ce que vit le patient et des attentes qu'ils ont. Nous donnons par la suite des explications sur ce que sont les lésions cérébrales, les états de conscience altérés, les troubles cognitifs, les atteintes fonctionnelles, les attentes et limites de la plasticité cérébrale et enfin les questions de pronostic. Nous rappelons la fragilité et précisons les niveaux de gravité de leurs différents niveaux d'intervention. Par exemple, on va expliquer comment, en tout cas là c'est surtout le médecin, va expliquer comment, bien sûr, il va agir, il va prendre une décision s'il y a une affection pulmonaire, par exemple, chez un jeune patient en état de conscience altéré. Et puis il va expliquer aussi que s'il y a un arrêt cardio-respiratoire, avec le risque d'une complication qui se rajoute sur le plan neurologique grave, ça amène une autre façon de penser les choses. Nous rappelons que la personne de confiance et la directive anticipée sont non applicables en précisant la valeur de ces interpellations et interrogations, les rôles et les limites tenus par la famille, en donnant leur point de vue non décisionnel. On écoute vraiment leur point de vue non décisionnel et on insiste là-dessus. Enfin, nous reprécisons le cadre collégial et médical des décisions autour de la fin de vie et de la réanimation. Pour conclure, alors vous avez bien vu que cette présentation, on n'est pas allé sur vouloir vous montrer quelle est une démarche éthique, pourtant on est tous les deux dans le groupe de réflexion éthique des herbiers, avec les principes éthiques. Ce qu'on veut, c'était coller au plus près de ce qu'on rencontre dans la clinique. Pour conclure, juste rappeler que la démarche éthique, une des définitions en tout cas, pour nous, c'est que
c'est choisir entre deux possibilités d'égale insatisfaction, on va dire. Dans la clinique de l'éveil de coma, en l'absence de directives anticipées et de personnes de confiance, avec un patient aux troubles cognitifs et fonctionnels majeurs, jusqu'à un état de conscience altéré grave, avec des proches définis par eux-mêmes, prendre du temps pour évoquer l'avenir du patient n'est pas chronophage. Ce terme de chronophagie, quand on a les familles qui prennent du temps, qui ont besoin, et comment c'est insupportable. Qu'il s'agisse de décisions urgentes à prendre, comme dans l'accompagnement à la fin de vie suite à une complication, pour un projet de vie concernant un patient en état de conscience minimale chronique, après plusieurs mois d'accompagnement, c'est tout ce travail d'accompagnement clinique, au plus tôt, qui respectera au mieux un patient qui n'aura jamais pu dire ses volontés. Pour finir, juste rappeler que on a une amélioration des performances en réanimation. On a une augmentation très nette de l'espérance de vie des patients en état de conscience altérée, les patients qu'on appelait avant en état végétatif, en état post-relationnel, il y a des unités dédiées. Mais pour quelle offre de projet de vie aux personnes en situation de handicap acquis grave? La question qui se pose alors également, bien sûr qu'on est un peu provocateur dans cette dernière diapo, c'est aussi que dans une société donnée, la fin de vie n'est-elle pas pensée aussi en regard de son offre de projet de vie? Voilà ce que toutes ces questions nous amènent à avoir quand on travaille dans le champ du handicap acquis. Et ne vous méprenez pas, on a plutôt tendance, nous, à penser, avec l'expérience que l'on a avec les patients, c'est que les patients sont capables d'élaborer un projet de vie et de ne pas penser forcément fin de vie, parce que, très certainement, ce n'est pas possible d'anticiper cette situation. Voilà, je vous remercie. Merci.